Ça fait 5 ans que YouTube s'est écroulé. Google a eu problème sur problème avec les annonceurs, et nous voilà maintenant tous à la rue. Nous les youtubeurs. On est tous logés à la même enseigne. Regardez, ça c'est Marvin. Il faisait des tutos muscu avant, il a dû vendre ses haltères pour payer ses dettes. Pareil pour Quentin. Il passait son temps à nous raconter sa vie dans ses story time. Mais ça doit bien faire 4 mois que je l'ai plus entendu parler. Je sais même plus à quoi ça ressemble. Et ça c'est Christophe. Dire qu'il était le meilleur cuistot de YouTube. Non, je te jure, avec un peu de cannelle, ça doit être délicieux. Pas de cannelle. Merde. On aurait pu éviter tout ça. Suffisait de faire des placements de produits pour se faire un peu d'oseille. Mais non, le public n'en voulait pas. Vous êtes des vendus, qui disaient. On avait pourtant fait une vidéo pour les prévenir avec Julien. Depuis, j'ai dû le vendre lui aussi. Oh, mon pauvre Julien. Salut à tous les youtubos et bienvenue dans Pub du Coin. Aujourd'hui une chronique un petit peu différente de celle qu'on a d'habitude, puisqu'on va pas parler d'un thème dans la publicité, mais plus d'un phénomène, celui de la publicité sur YouTube. Pendant longtemps, la publicité sur YouTube, c'était un peu la foire à la saucisse. Mais dans cette chronique, on a pour but de vous montrer qu'on a des bonnes raisons d'être optimiste pour le futur. Et si on est optimiste, c'est parce qu'on s'améliore vraiment d'année en année dans la façon qu'on a de vendre des produits sur la plateforme. Pour vous le prouver, je vous propose un petit récapitulatif. YouTube est créé le 14 février 2005 et bien que la première vidéo postée sur le site ne regorge pas vraiment d'intérêt. Alright, so here we are in front of the elephants. Cool thing about these guys is that they have really long fronts, and that's cool. Très vite, des vidéos beaucoup plus créatives émergent et le nombre de viewers augmente avec celle-ci. Or, vous savez ce qu'on vous dit depuis quelques mois, des viewers ça veut dire des cerveaux disponibles, et des cerveaux disponibles ça se vend très cher aux grandes marques. C'est pour ça que très vite, YouTube a créé des emplacements pour pouvoir mettre des annonces de ces dernières. Ouais, enfin on se calme. Là on parle pas d'une pub d'une minute interminable et impossible à passer. Au début c'était plutôt des liens sponsorisés ou des machins comme ça. Oui, mais dès l'été 2006, des spots vidéo commencent à pulluler devant les créations de la communauté. L'idée de YouTube à ce moment-là, c'est de couvrir les coûts astronomiques que représente leur site. Déjà à l'époque, juste pour la bande passante, ils devaient dépenser plus d'1 million de dollars par mois. Du coup, non seulement ils commencent à faire passer des pubs avant les vidéos, mais ils créent aussi les Participatory Video Ads, ou PVA. Le principe était de permettre aux marques de publier leurs pubs sur le site comme une vidéo d'un autre créateur lambda. Et bien sûr, en les mettant plus en avant que les raps de Gogol d'Amandine du 38. Quand j'étais au Sénégal, les écoles maternelles étaient payantes. Alors les parents des enfants, ils les inscrivaient pas. L'avantage pour les marques, c'était qu'elles pouvaient avoir un retour direct des consommateurs sur leurs pubs. Et bien sûr, si ces dernières plaisaient aux viewers, ils pouvaient en voir plein d'autres dispo à portée de clic. D'ailleurs, pour ceux qui l'auraient oublié, le système de notation à l'époque, c'était des étoiles et non des pouces. Étant donné qu'on pouvait noter de 1 étoile à 5 étoiles, les évaluations étaient plus précises. Vous allez me dire que c'est bien beau tout ça, mais finalement on s'éloigne pas vraiment de ce qu'on voit dans d'autres médias. Enfin en soi, maintenant avec l'arrivée des networks, les marques peuvent faire passer leurs pubs devant un public réceptif. Je m'explique. Imaginons que je sois le directeur de la communication d'une marque de poussettes, et j'aimerais faire une pub pour mon nouveau modèle. Je veux la diffuser sur YouTube, et pour ça je vais payer un bon gros pactole. Pourquoi pas? La publicité ça a toujours été cher. Mais là ce qui m'embête, c'est que beaucoup de mes publicités vont passer devant un public qui ne risque pas d'être intéressé par mon produit. Par exemple, si elle est diffusée avant une vidéo de Squeezie, super, c'est un des plus gros youtubeurs français qui a un public potentiel de 8 millions de personnes. Mais sur ces 8 millions de personnes, combien ont besoin d'une poussette? Très peu. Squeezie n'est pas un youtubeur qui attire énormément les jeunes parents, bien qu'il doit tout de même en avoir parmi ses abonnés. Alors que si je produis un jeu vidéo, là c'est jackpot! A priori, l'audience est énorme et est composée quasi exclusivement d'amateurs de jeux vidéo. Le rêve. C'est pas faux ce que tu racontes, mais malgré cet avantage non négligeable pour YouTube, les marques ont quand même décidé de court-circuiter la plateforme afin d'aller voir directement les créateurs et de leur proposer des opérations commerciales ou des placements de produits. Ah oui, c'est vrai, les placements de produits c'est un peu les Voldemort de YouTube. C'est vrai que c'est devenu limite un tabou alors que c'est un principe qui existe depuis des années dans plein de médias, livres, émissions, films et même jeux vidéo. Oui, mais le problème c'est que les premiers placements de produits sur YouTube ont été un peu... sales. Tellement sales qu'encore aujourd'hui les youtubeurs sont obligés de prendre des pincettes quand ils en font pour pas froisser le public. Le truc c'est que les marques ont profité du manque d'expérience des youtubeurs pour les exploiter un peu. Les premiers placements de produits étaient très mal amenés et peu réfléchis. En aucun cas ils étaient inclus dans une logique créative et par-dessus le marché, les marques étaient très exigeantes. Généralement, les marques veulent que tu leur fasses une bonne diff. Le truc c'est qu'un bon placement de produit, ça devrait ressembler à ça.
Voilà, ça c'est bien. Impossible de rater le produit. En plus, le personnage est en interaction avec. Mais pour autant, le sens de la scène n'est pas changé. De toute façon, le personnage allait manger des céréales. La marque de ces dernières importe peu, alors autant permettre à une marque de placer son produit de façon à ce que le créateur se rémunère un peu. Mais le problème, c'est qu'au début, les placements de produits YouTube, ça ressemblait plutôt à ça. Elles ont l'air super bonnes ces céréales. Délicieux. Elles ont vraiment un bon goût de... On sent l'origine française. Ça doit être bio ça. Totox de Kellogg's, mais c'est délicieux. C'est vraiment délicieux. Oh, c'est sublimé par le lait là. Oh, c'est tellement bon. Oh, c'est vraiment hyper bon. J'en mangerai tous les matins. Mais heureusement, petit à petit, les choses se sont améliorées. Au début, ça a été aux youtubeurs de prendre les choses en main. Bah oui, bien qu'à cette époque c'était très mal vu de faire un placement de produit, il rapportait quand même gros. Il faut bien se dire qu'un SMIC c'est très dur à gagner rien qu'avec les pubs qui passent devant les vidéos, alors qu'avec un placement de produit, on peut en gagner plusieurs d'un coup si on est un youtubeur influent. Du coup, les créateurs ont commencé à communiquer plus intelligemment. Les placements n'étaient pas forcément mieux faits, mais leurs raisons étaient expliquées. Et c'était ça le plus important au final. Les viewers ne sont pas bêtes et la grande majorité d'entre eux ne souhaitent que le meilleur pour leur youtubeur favori. Du coup, quand on leur explique qu'un placement de produit est fait pour permettre à Doc7 de réaliser son rêve, à Poisson Fécond de payer ses employés ou à n'importe quel autre youtubeur de continuer et d'améliorer la qualité de ses vidéos, ils n'ont aucune raison de s'insurger. En fait, une des raisons pour lesquelles les placements de produits ne passaient pas, c'est que les viewers avaient l'impression d'être utilisés. N'oublions pas qu'à cette époque, la question de l'argent aussi était tabou. Et beaucoup pensaient que la majorité des youtubeurs se faisaient des couilles en or avec leurs vidéos. Du coup, forcément, les voir faire des placements de produits dégueulasses, ça faisait mal. Mais les youtubeurs n'ont pas été les seuls à changer leurs habitudes. Les marques aussi ont accepté qu'on arrête d'ériger leurs produits en dieu dans chacune des vidéos. Ouais, petit à petit, les produits ont été inclus dans des blagues, comme Orangina avec Mission 404 en 2013. Martin, attrape! Hop, attendez, excusez-moi. Restez vivants, buvez Orangina. Yeah. Pardon. Ou alors les marques ont simplement accepté d'être des sponsors, comme pour les tournées de Norman. Cette tournée des Zéniths, c'est l'une des plus belles expériences de ma vie. Alors j'ai voulu en partager un petit bout avec vous, histoire de vous montrer un peu ce que je fais depuis 2 ans quand je suis pas sur YouTube. Et comble du bonheur, les marques ont même accepté que la simple apparition du produit dans une vidéo suffise à la rémunération du créateur. Par exemple, je suis sûr que vous ne saviez pas que ça... Alors, si vous êtes là aujourd'hui, vous le savez, c'est pour passer le code des professeurs. Donc, si vous obtenez la moyenne, vous pouvez passer la dernière étape, devenir professeur des écoles. Bah, c'est un placement de produit. Et en même temps, c'était logique que les marques s'adaptent, parce que pour elles, faire un placement de produit sur YouTube, c'est hyper intéressant. Ça augmente le taux de recommandation à des proches à hauteur de 28%, la notoriété de la marque de 15%, et les intentions d'achat de moitié par rapport à un placement de produit télé. Et je tiens ces statistiques d'un site qui propose à des marques de les mettre en relation avec des youtubeurs. D'ailleurs, autant je suis content de l'évolution du placement de produit sur YouTube, autant quand je lis ce site, j'ai vraiment envie de m'arracher les yeux. Disons qu'ils proposent à des marques de faire des opérations de celebrity marketing. Tenez, on va prendre une citation au hasard. En signant un partenariat avec une star pour un placement de produit dans le quotidien, vous faites de la publicité de manière détournée et non frontale. La star vous permet de passer instantanément la barrière de l'attention chez vos potentiels consommateurs et le placement de produit démontre l'utilité concrète de votre produit. Burk. Pour en finir avec les placements de produits, YouTube aussi s'améliore de ce côté-là. Aujourd'hui, il faut maintenant préciser à YouTube que la vidéo contient une communication commerciale lorsque l'on met une vidéo en ligne. Ça permet à la plateforme d'en informer le viewer via une petite phrase écrite en bas à gauche de la vidéo. C'est un peu comme le P ou les 2 P qu'on peut voir à la télé et qui nous informent que dans le programme qu'on va regarder, il va y avoir un placement de produit. Bon, on a fait le tour du sujet, maintenant on peut passer à la dernière manière de faire de la pub sur YouTube. Les opérations commerciales. Elles peuvent prendre plein de formes. Ça peut être une marque de cosmétiques qui demande à une youtubeuse beauté de faire un test d'un rouge à lèvres en particulier. Ça peut être un éditeur de jeux vidéo qui commande à un youtubeur un gameplay sur son dernier jeu. Ça peut être une association de défense des animaux qui demande à un youtubeur de sensibiliser son public à la maltraitance animale. Bref, en gros ce sont des sortes de commandes de vidéos. Mais si on vous en parle en dernier aujourd'hui, c'est parce que pour nous, ces collaborations entre youtubeurs et marques
sont la meilleure forme de pub sur YouTube. Le truc, c'est que les exemples qu'on vient de vous donner font partie des formes les plus banales d'opérations commerciales. Mais aujourd'hui, ces dernières sont de plus en plus inventives et permettent aux youtubeurs de créer des vidéos qui auraient été impossibles sans la participation des marques. Par exemple, le clip On se fait un FIFA de Cyprien Gaming a pu avoir du budget et la participation de stars grâce à EA. Ouais, ou la vidéo Les 7 étapes pour créer un jeu vidéo de Doc7 aurait été beaucoup moins complète s'il n'avait pas pu rencontrer les équipes de Ghost Recon Wildlands grâce à Ubisoft. Et bien sûr, les marques n'y perdent pas au change. Il faut bien se dire que pour Ubisoft, ça leur permet d'avoir des interviews de leur équipe vues par plusieurs centaines de milliers de gens. Et EA a carrément eu le droit de créer un refrain qui reste dans la tête de millions de viewers. Les youtubeurs quant à eux se voient offrir des produits et de l'argent bien sûr, mais surtout ils ont accès à des informations qui rendent leurs vidéos beaucoup plus intéressantes. Des fois même ça leur permet d'aborder des sujets qu'ils n'auraient jamais imaginé traiter. Salut la poiscaille, pourquoi je vous parle du maïs? Bref, la pub sur YouTube c'est pas forcément une mauvaise chose et même si ça commençait très mal, ça tend à s'améliorer. Si tu partages notre avis, partage aussi la vidéo tant qu'à faire. Tu peux même laisser un like, et même si t'es pas d'accord, laisse un commentaire, on est ouvert à la discussion. Et merci énormément de nous suivre depuis 20 chroniques. Et plein d'autres à venir. On continuera encore longtemps. Putain, tout ça parce qu'ils ont pas partagé ma vidéo là. Tu veux un peu de peau de banane, mec? Non, je veux pas de ta banane, casse-toi.